On a déjà vu pas mal de choses ensemble sur cette réforme de la facturation électronique. Le qui, le quand, le pourquoi, même le jargon. Bon, maintenant, il est temps de rentrer dans le dur, dans le concret, dans le quotidien des entrepreneurs. Il existe en tout 42 cas d'usage. Aujourd'hui, on va en décortiquer quelques-uns ensemble, alors accrochez-vous. Les acomptes, la gestion des sous-traitants, les notes de frais qui s'empilent, oui, le quotidien d'une entreprise, c'est parfois un vrai casse-tête. Alors, la grande question, c'est est-ce que la facturation électronique va nous rajouter une couche de complexité ou au contraire, est-ce qu'elle va nous simplifier la vie? Eh bien, la réponse, elle est dans la bonne compréhension de ces fameux cas d'usage. Allez, on attaque tout de suite avec un grand classique, un incontournable pour démarrer n'importe quel projet ou chantier, la facture d'acompte. Alors, la facture d'acompte, on sait ce que c'est. Un premier paiement pour lancer la machine. Simple non? Oui, mais attention, il y a un point de vigilance. La TVA. Elle est due dès que l'acompte est encaissé. Le vrai piège, ce serait de la payer une deuxième fois sur la facture finale. C'est vraiment le truc à éviter, surtout que demain, les déclarations de TVA seront pré-remplies par l'administration. Heureusement, la méthode pour faire ça proprement est assez simple. D'abord, on émet la facture d'acompte, classiquement. Ensuite, à la fin du projet, on prépare la facture finale pour 100% du montant. Et c'est là que ça se joue. On ajoute des lignes en négatif qui correspondent aux acomptes déjà versés. De cette façon, la TVA est calculée uniquement sur ce qu'il reste à payer. C'est propre, c'est carré. On passe à un deuxième cas, très fréquent, surtout dans le BTP, la sous-traitance. Comment la réforme va gérer cette relation à trois entre le client final, l'entreprise principale et le sous-traitant. Le système est plutôt bien pensé. Le sous-traitant envoie sa facture à l'entreprise principale. Point très important, sur cette facture, il doit bien identifier le client final. Une fois que l'entreprise principale valide cette facture, elle la transmet au client. Le but, que le sous-traitant soit payé directement. Dans un second temps, l'entreprise principale envoie sa propre facture au client pour le montant total de la prestation. Ce double flux garantit une super traçabilité et sécurise le paiement de tout le monde. Parlons maintenant du nerf de la guerre, la trésorerie. L'affacturage, on connaît. C'est cette solution qui permet d'avoir des liquidités rapidement. Eh bien, préparez-vous parce que la facturation électronique va complètement changer la donne. Fini les longues, très longues semaines d'attente. Vous savez, le temps que la facture papier soit envoyée, qu'elle arrive, qu'elle soit validée à la main et qu'enfin le financement soit débloqué. Tout ça, c'est bientôt du passé. Avec la facture électronique, la transmission des infos à la société d'affacturage est quasi instantanée. Et le résultat est juste spectaculaire. On parle d'un financement qui peut être obtenu en 24, voire 48 heures. C'est une petite révolution pour la gestion de trésorerie. Allez, on quitte les grands projets et on revient à un sujet plus terre-à-terre, mais qui concerne absolument tout le monde. La gestion des notes de frais des collaborateurs. Alors là, il faut vraiment bien distinguer deux situations. Premier scénario, le cas numéro 5. Un collaborateur obtient une facture au nom de l'entreprise. Ça, c'est une transaction B2B et ça tombe donc dans le cadre de l'e-invoicing obligatoire. Deuxième scénario, cas numéro 6, le collaborateur repart avec un simple ticket de caisse à son nom. Là, c'est considéré comme une transaction B2C et ça passe par le e-reporting du vendeur. La nature du document change tout. C'est vraiment ça, la règle d'or à retenir. La question à se poser, c'est à qui est adressé le justificatif? Si c'est à l'entreprise, avec son numéro de sirène, c'est du e-invoicing. Si c'est au nom d'un particulier, en l'occurrence le collaborateur, alors c'est du e-reporting. C'est la clé de tout. Du coup, pour le cas du simple ticket de caisse, le processus est plus simple. Le collaborateur paye, il prend son ticket. Le vendeur, de son côté, va déclarer cette vente dans son e-reporting de façon globale. Il n'y a pas de facture électronique qui circule. Et pour le collaborateur, rien ne change. Il fait sa note de frais comme avant pour se faire rembourser. Mais attention, il y a un point de vigilance qui est très important. Dans ce cas numéro 6, avec le ticket de caisse, la déduction de la TVA pour l'entreprise peut être remise en cause. Pourquoi? Parce que la dépense n'est pas officiellement au nom de la société. Donc le conseil pratique, c'est de former les collaborateurs. Dès que c'est possible, il faut demander une vraie facture au nom de l'entreprise. Tous ces cas spécifiques nous amènent logiquement à la décision fondamentale que chaque entreprise va devoir prendre, le choix de sa plateforme. On pourrait logiquement se poser la question, est-ce que toutes les plateformes qui seront agréées par l'État, les fameuses PDP, vont automatiquement gérer tous ces cas de figure? Et la réponse officielle est non. C'est une information capitale. Les plateformes n'ont absolument pas l'obligation de couvrir la totalité des cas d'usage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est simple. N'importe quelle plateforme pourra recevoir tous les types de factures. Par contre, la plateforme que vous allez choisir pour émettre vos factures, elle devra impérativement savoir gérer vos cas d'usage. C'est le critère de choix numéro 1 au moment de vous engager.
Allez, avant de se quitter, abordons une dernière question qui revient très souvent. Et le secteur public dans tout ça? Eh bien oui, il est bien évidemment concerné. D'ailleurs, il est même un peu en avance, puisque les entités publiques utilisent déjà la plateforme Chorus Pro depuis 2017. À partir de 2026, elles continueront d'utiliser Chorus Pro, qui communiquera parfaitement avec toutes les plateformes privées. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. En clair, peu importe votre plateforme, la facture arrivera à bon port. Voilà pour ce tour d'horizon de quelques cas d'usage. C'est un sujet qui peut paraître dense, mais on le voit, avec un bon accompagnement, cette transition peut se faire sereinement. La FFB de l'heure est justement là pour vous accompagner au quotidien. D'ailleurs, les inscriptions sont ouvertes pour la réunion du 30 mars 2026, n'hésitez pas. Merci beaucoup et à très bientôt pour le dernier épisode de notre série.